Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette causerie de revisiter l'histoire avec Emmanuel Dufour et Jocelyn Sioui. Merci d'être là. Merci. Approchez. Oui, approchez. Il reste Vous la êtes place. loin, là. Il reste la place. Approchez, il reste de la place. Elle dit, utilise ta grosse. Ah, ça, c'est ça qui arrive quand on a des gens des arts vivants. On veut du monde proche de nous. Hein? C'est ça. Oui. Quand tu comptes une histoire, comme je fais des fois, puis qu'il y a du monde qui disent sont 12 puis ça soit tout dans le fond, ça fonctionne pas bien. Il y a pas de... Ça passe pas. Je comprends complètement. Fait que vous pouvez vraiment vous approcher. On va pas vous mordre. Donc, on va être ensemble jusqu'à 18h pour cette causerie. Ensuite, ici même, à l'espace littéraire, il va y avoir une autre discussion dans l'univers familier d'Hakim Gagnon avec Hakim Gagnon et Martin Goujon, animé par Hugo Meunier. Et on va... Non, on m'entend plus. Ah, et là, on m'entend. OK. Et on va aussi, on va prendre des questions du public si jamais il y en a. Je vais rester un petit peu ouverte à vous. Moi, je me présente, je m'appelle Coralie Laperrière, je suis une humoriste engagée. D'ailleurs, merci beaucoup au Salon du Livre de m'avoir engagée parce qu'en tant qu'humoriste engagée, personne ne m'engage. Donc, on va y aller tout de suite. Donc, C'est une bonne ligne. Oui, merci. Merci, c'est un peu mon métier. Pas écrire des livres, mais j'écris bien des jokes. Donc, je vais vous présenter de façon bien officielle, là, comme on fait, comme une bonne présentation. Donc, Jocelyn Sioui, auteur du livre Poisson d'eau douce, qui est juste devant toi, et publié aux éditions Ananorak, où tu as aussi publié Mon oncle Jules et Frétillant et Agile. Oui. Tu te décris comme un créateur et rassembleur, auteur, concepteur, interprète, marionnettiste. Tu es fondateur du band de théâtre Belzébrut. Oui. Et ça, j'ai regardé sur Google. Et selon l'aperçu de Google, je vais te dire, Belzébrut fait référence à deux choses principales, une compagnie de théâtre québécoise et un sentier de vélo de montagne. Oui. Lequel es-tu? Je suis plus dans le band de théâtre. Ouais. Mais tu sauras que si jamais votre band veut aller faire du vélo de montagne, il y a peut-être un événement à faire. Donc, merci d'être là, Jocelyn. Plaisir. Emmanuel Dufour, en compagnie de François Dupudéry, tu as écrit et illustré Quand les élèves se révoltaient, manuel d'histoire avant l'effondrement, publié chez Éco-Société. Tu as également publié la BD C'est le Québec qui est né dans mon pays, chez Éco-Société. Tu as une maîtrise en anthropologie, un doctorat en éducation par les arts. Tu es une facilitatrice graphique, consultante, chercheuse POC du doctoral. Moi, j'ai un diplôme en joke, fait que je suis pas du tout intimidée, c'est bon. Merci d'être là, encore. Et là, je vous ai présenté de façon très formelle, très radio-canadien. Pas tant, mais on va pas CISM, OK, mettons. Puis, mais là, on va revisiter l'histoire. J'ai envie de revisiter les présentations. Fait que vous, comment vous vous présentez, mettons, dans un party? Ah, dans un party. Salut, moi, c'est Jocelyn. C'est pas mal ça. Non, mais j'aime ça dire, je suis marionnettiste. De plus en plus, je dis que je suis chercheur d'histoire. Ah! Puis il y en a qui pensent parce que je cherche le trouble. Un peu, mais pas ça. C'est plus, j'aime ça, creuser, puis trouver des histoires. Puis ça peut être des histoires, la petite histoire avec un petit H, mais celle avec un grand H. Puis ouais, c'est pas mal ça. Puis je suis un patenteux d'histoire. Tu sais, je suis pas, je sais pas. J'aime ça dire que je suis conteur. Ça me va bien. J'aime ça, c'est un manteau que j'aime porter. Ah, fait que conteur. Ouais. Super. Emmanuel? Ben, moi, c'est vraiment toute une question parce que je me suis toujours demandé un petit peu professionnellement qui j'étais parce que, en fait, j'ai une formation en anthropologie puis je fais de la BD, mais je suis pas vraiment une BDiste. Non, ben là, je commence à peut-être un peu à l'être, mais je me suis jamais considérée comme une... Deux livres de BD, c'est quand même pas pire BD. En fait, pour moi, c'est pas des œuvres d'art. Tu sais, le but, c'est de développer un langage. Fait que j'aime bien le mot... Ben, anthropologue, je pense que je le suis. Dessinatrice, oui, j'utilise le dessin. Puis là, ben maintenant, ça s'est comme simplifié parce que maintenant, je suis prof. Fait que, genre, je peux, je veux dire, prof, artiste, chercheur. Mais je dis pas ça réparté parce que c'est un peu péteux. Fait que je dirais juste, oui, comme toi, là, bonjour. Bonjour. Oui. Classique, on revient au classique. Et dans le fond, justement, vous avez deux beaux livres. J'aimerais ça que vous les présentiez. Je pense que vous allez mieux les présenter, vos propres œuvres, que je pourrais le faire. J'ai deux livres que j'ai vraiment adorés, d'ailleurs. Merci beaucoup pour cette lecture-là. Fait que, Jocelyn,
Comment tu nous... C'est ton 3e livre, déjà? Oui, bien, Poisson d'eau douce, on a nommé Frétien et Agile. Puis en fait, Frétien et Agile, c'est l'histoire d'un petit gars qui est inspiré d'un personnage qui s'est noyé dans la rivière d'Escawanoti, et qui est la rivière derrière l'île de Montréal, qui est la rivière géographie, les amis, la rivière des Prairies. Il s'est noyé, mais il s'appelait Oetsik. Et moi, j'ai commencé à imaginer, puis c'est lui qui a donné son nom à l'arrondissement Onsic à Montréal. Et là, je me suis mis à imaginer une histoire avec un groupe de Wendat, dont dans ce groupe-là, il y aurait un petit gars qui s'appelle Oetsik, 2e du nom, qui porte un peu malchance parce que il porte le nom de l'autre. Il est pied croche, il a un équilibre douteux. Ah, il me ressemble un petit peu, maladroit. Vous auriez dû me voir tantôt qu'il y a ce gilet autochtone, j'ai accroché le feu de bois, tout est en train de tomber. C'est maladresse incarnée. Mais bref, je raconte cette histoire-là, puis donc dans le premier livre, ce que je racontais, c'est un peu l'exode des Grands Lacs, parce qu'en 1650, il y a eu le génocide Wendat, puis la maladie, etc., la guerre. Puis il y en a beaucoup il y en a 300 qui sont partis vers Québec. Je raconte ça, mais à travers ça, je me concentre sur 7 personnes qui vivent cette fuite-là. Puis là, il se passe des choses qui se peuvent, puis des choses qui se peuvent un peu moins, peut-être. En tout cas, on frôle le fantastique. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que, on me dit que j'avais fait une erreur, que Oetsik, ça ne voulait pas dire frétillant et agile. Fait que là, j'ai dit, voilà une occasion d'écrire la suite et de trouver qu'est-ce que ça veut dire. Et ce que ça veut dire, je ne vous le dis pas, vous lirez le livre, mais bon, c'est ça fait 400 ans qu'on dit que ça veut dire frétillant et agile, c'est une erreur. Puis là, je me suis mis à raconter l'histoire, la suite, et de plonger un petit peu plus à fond dans l'histoire de ce petit gars-là de 17 ans qui est dans un monde en grande transformation. Il a vécu un génocide, ils ont vécu ça, puis là, ils sont en fuite, puis comment lui il invente sa vie à travers tout ça, il a 17 ans, puis c'est quoi son avenir? Fait que c'est un peu ma façon de parler d'aujourd'hui en parlant du passé. Mais ça, j'ai envie de souligner là-dessus, parce que j'avais une question, puis j'aimerais ça qu'on en parle vu que tu viens d'en parler. Justement, frétillant et agile, dans le fond, on disait carrément dans le répertoire du patrimoine du Québec, culturel du Québec, c'est écrit que Onsic signifie petit, vif et frétillant. Oui. Fait que c'est écrit sur plein de sites. Oui. Site de la Ville de Montréal, si vous faites une recherche, même Serge Bouchard a dit ça, et vous savez l'information de c'est quoi que ça veut dire, Oetsik, c'est disponible depuis 400 ans dans un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire du père Potier. Et depuis 400 ans, les historiens disent que ça veut dire frétillant et agile. Et pourtant, cette information-là que moi, le marionnettiste conteur, je ne devrais pas aller avoir à chercher ça. Il y a quelqu'un qui m'a mis sur la piste du dictionnaire puis il m'a montré qu'est-ce que ça voulait dire. Les bras sont tombés, mais j'ai surtout dit, il y en a qui ne font pas leur travail. Comme Québec. Et c'était quelqu'un comme moi qui sort du champ gauche, qui vient faire une recherche, puis qui est obligé de dire à la Ville de Montréal, qui est obligé de dire que c'est pas ça que ça veut dire. Est-ce qu'ils vont changer? Je suis pas sûr. C'est ça. Puis maintenant, il faut le dire. Faut juste le répéter, il faut juste le répéter, parce que ça a été tellement répété. Parce que dans le fond, ils n'ont jamais demandé à des personnes Wendat qu'est-ce que ça voulait jamais. dire. Jamais. Mais en même temps, la langue Wendat, qui est une langue qui est en reconstruction, que beaucoup de monde étudie, même la langue, il y a des linguistes qui travaillent sur la langue. C'est sûr que c'est complexe quand on arrive avec un mot, qu'est-ce qu'il veut dire? Il n'y a personne pour dire d'emblée, ça veut dire ça. Mm-hmm. Fait que c'était facile de faire passer ce mot-là pour quelque chose d'autre. Puis jusqu'à temps que quelqu'un qui s'appelle Louis-Carl Picard-Sioui s'assoit avec moi, qui connaît bien la langue comme on la connaît actuellement, mais il dit « Ouais, je pense pas que c'est ça que ça veut dire. » Moi, c'est quelqu'un que ça ne me dérange pas de me tromper. Dans mes livres, quand je me trompe, je vais corriger mon erreur. Fait que je me dis, ça donne un bon levier pour dire, justement, je commence en disant, je vous ai menti. Ça ne veut pas dire ça. Fait que je vais corriger mon erreur. Ce que des politiciens ou d'autres, des historiens, n'ont pas le courage de faire parfois. Wow! Déjà, c'est vraiment sur le thème parfaitement de revisiter l'histoire. C'est assez fascinant de juste dire aux historiens, vous n'aviez pas fait la bonne chose. Et Emmanuelle, parle-nous de ton manuel? En fait, notre manuel, c'est une bande dessinée qui est aussi un manuel scolaire que j'ai coécrit, comme tu as dit, avec Francis Dupuy-Derry, qui est professeur de sciences politiques, puis qui propose, oui, de revisiter l'histoire, mais aussi de revisiter le présent, un peu, en fait, comme tout, mais en revisitant l'histoire, on revisite le présent et le futur.
parce que c'est une bande dessinée qui est basée sur les recherches de Francis, là, à travers des entretiens, beaucoup de recherches dans les journaux, là, des milliers qu'il a fait avec ses étudiants. Mais l'idée, finalement, c'est de parler de la résistance de nos enfants. En fait, on a beaucoup parlé, finalement, des mouvements de résistance des plus vieux, des cégepiens, des collégiens. Mais il y a eu, partout à travers le monde, depuis le début de l'histoire, de la résistance des enfants, des plus jeunes également. Puis pour ce faire, en fait, comme on avait beaucoup, beaucoup de données, puis qu'on ne voulait pas que ça devienne une liste d'épicerie, en fait, le principe narratif, en fait, on a projeté l'histoire dans 2047, qui serait après l'effondrement. Donc oui, à la grande surprise de tout le monde, le fameux effondrement annoncé depuis 50 ans et plus a eu lieu. Donc ça a occasionné... on n'insiste pas beaucoup sur qu'est-ce qui s'est passé, puis tous les drames que ça a occasionné, mais là, on est dans une société, puis ça, c'est le petit bout de fiction, je vous dirais, une société humaine et occidentale qui aurait appris de ses erreurs. Donc, ça, c'est ça. Bref. Et donc, on aurait une société qui se serait construite autrement, un peu plus loin du modèle extractiviste. Et ceci est le modèle, le manuel pour 2047, je pense. On est dans l'an 12 après l'effondrement. Puis on enseigne aux enfants, aux plus jeunes, à travers ce manuel-là, l'avant. Donc, avant, comment les jeunes résistaient à ce modèle-là, quel était le système. Et puis, on en vient justement, ça culmine un petit peu sur un chapitre sur le mouvement pour la planète, ou disons le mouvement qu'on a connu là, avec une grande montée là, en 2019 avant la pandémie. Finalement, cet effondrement annoncé, mais avec tout le beau du collectif de quand les jeunes se mobilisent, puis de voir que c'est pas parce qu'on va pas voter aux 4 ans dans le petit ballot de vote qu'on ne peut pas avoir un engagement politique puis faire changer les choses. Fait que c'est un petit peu ça. Puis pourquoi l'avoir mis dans le futur? Est-ce que c'était pour... Parce que souvent, on dit qu'on regarde l'histoire pour apprendre des leçons, pour les appliquer maintenant. Est-ce que c'était pour accélérer l'apprentissage de leçons un peu? Bien, c'était aussi pour se sortir un peu du regard cynique qu'on a souvent, qu'on voit, quand on énumère tout ce que, justement, les jeunes et les moins jeunes, tous les combats qui ont été menés. Puis des fois, on regarde les choses, le présent, puis on peut se dire, hey, c'est décourageant, on a l'impression. Mais là, on se disait qu'en se projetant dans ce monde, bien, d'un, ça nous permettait d'avoir un petit pas de recul par rapport à notre présent. Aussi, peut-être de rappeler, en se projetant dans un monde qui n'existe pas encore, mais qui pourrait peut-être exister, que l'humanité n'est pas condamnée. Des fois, on a ce regard pessimiste de oui, mais c'est un peu comme Locke, un loup pour lui-même, ou que l'être humain est un parasite de nature, mais de se rappeler qu'en fait, la grande majorité de notre humanité, on n'a pas toujours été comme ça. Puis je pense qu'on a des modèles dans des cultures toujours existantes, des manières d'être au monde ou de développer des relations à ce qui est pas juste extractiviste, qui n'est pas juste dans un monde individualiste de compétition, puis tout ça. Donc, ça nous permettait finalement d'ouvrir un peu de lueur, d'espoir aussi par rapport à tout ça, puis d'avoir un regard rétrospectif qui était un peu moins cynique qu'on pourrait avoir. Bien, on le sent vraiment. Moi, je trouve que c'est un parfait livre à donner à une adolescente fâchée. Moi, j'aurais voulu lire ça il y a 15 ans. Ça m'aurait vraiment fait du bien. Puis je voulais savoir comment vos précédents livres vous ont aidé à écrire ces livres-là, parce qu'ils sont quand même un peu ancrés, pas dans la même thématique, mais on est quand même un peu dans visiter l'histoire. Jocelyn? Bien, quand j'ai écrit Mon oncle Jules, j'ai fait énormément de recherches. Fait que veux pas, cette recherche-là entraîne une réflexion, puis tu pousses toujours un peu plus loin. C'est une boîte de Pandore, en fait, t'ouvres, puis là, tu fais juste trouver d'autres choses, puis ça te politise aussi. Fait que tu continues à chercher, puis ça développe la curiosité, puis là, tu trouves une information, puis là, oups, c'est une autre boîte que tu ouvres. Fait que veux pas. Puis tu vois, au Wet'sic, je connaissais pas cette histoire-là, puis je venais de prendre une marche, je venais d'arriver dans le quartier Onsic il y a 4 ans. Je prenais une marche, puis j'étais en train de travailler sur Mon oncle Jules. Les premiers spectacles s'en venaient, puis je marche, puis je vois une plaque historique qui parle de la première messe à Montréal. Je continue à marcher, je m'en vais sur le bord de l'eau, puis quand je reviens, je vois qu'à l'endos de cette pierre, il y a une indication qui parle de Nicolas Viel et d'Owetzik. Là, je flash dans ma tête, Owetzik, ça sonne comme Onsic. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était un général britannique. Puis là, je me suis dit dans ma tête, parce que c'est une ligne de Mon oncle Jules, il faut toujours faire un détour pour avoir l'histoire autochtone. Parce que Wet'sic, c'est un jeune... Bon, il y en a encore, ils disent aujourd'hui c'est un jeune Français, mais plus que tu lis là-dessus, plus tu te rends compte que ça n'a pas de bon sens. Mais bon,
Mais je veux dire, c'est parce que c'est encore des historiens qui tiennent. Oh, Père Sagard, mais Père Sagard, c'est pas la seule niaiserie qu'il a dit. Fait qu'à un moment donné, il faudrait comme revenir du Père Sagard qui était là en 1625. Non, mais il a compris quelque chose en arrivant, mais ça veut pas dire qu'il a tout compris. Ouais. Bref. Fait qu'eau éthique qui s'est noyé dans la rivière, puis là, t'apprends ça. Fait que veux pas, là, tu vas chercher. Parce que là, c'est encore une affaire que tu sais pas. Fait que là, tu vas chercher, puis là, tu le reconnectes avec les autres histoires que tu n'as pas appris. Puis là, je suis dans un quartier historique qui s'appelle le Sault-Récollet, dans lequel il y avait le dernier village autochtone de l'île de Montréal et qu'il n'y a même pas une plaque pour rappeler ce village-là encore en 2025, malgré les promesses de la ville de Montréal qui ont changé 2 coins de rue, puis 2 noms de rue, là, puis 2 parcs, là. Partez-moi pas. Puis... On te porte. non, mais... Puis ça, fait que tout ça, c'est parti de mon oncle Jules. C'est parti de ça. Fait que, veux pas, ça m'a politisé. Puis ça m'a fait comprendre que c'est important de raconter l'histoire. Mais en même temps, dans Poisson d'eau douce, je joue avec l'histoire aussi. Je joue avec le vrai, le faux. Je brouille les cartes volontairement parce que c'est un plaisir de... C'est ça, être conteur aussi. Hein? Il y a des concours de menterie chez les conteurs, puis c'est qui le meilleur comme menteur? Tu sais, c'est intéressant de raconter des histoires puis de brouiller les cartes. Puis pareillement, Emmanuel, qu'est-ce qui est... Ben en fait, si... Le livre d'avant, c'est Le Québec qui est né dans mon pays. Oui, mais j'ai collaboré sur quelques autres livres, mais en fait, c'était vraiment la recherche de Francis à la base qui, un jour, a reçu en cadeau « C'est le Québec qui est dans mon pays ». Donc, c'est vraiment le fait qu'il a lu la bande dessinée parce que déjà, il se disait, bon, puis il le répète souvent, je m'enlignais pour faire une monographie de 300 pages que personne ne va lire. Puis là, ben, une des jeunes étudiantes qui l'aidait à la recherche, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus, lui a dit, non, mais justement, tu peux-tu faire quelque chose qui va nous rejoindre, nous, tu sais, parce que, bon, tu sais, les jeunes qui travaillent en recherche vont peut-être le lire, peut-être encore que, tu sais, mais tu veux-tu aller rejoindre les principaux intéressés? Fait que là, il commençait à penser à une BD, puis là, quand il a lu, je pense que c'est même notre éditrice à Éco-Société qui lui avait donné la BD, il l'a lu, puis là, ben, il m'a contacté. Mais qu'est-ce qui était intéressant pour moi, c'est que comme je suis pas une illustratrice, normalement, je travaille pas, j'illustre pas les BD des autres. Tu sais, je me sers de la bande dessinée pour justement travailler autrement ou produire du savoir autrement. Mais là, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on a vraiment travaillé ensemble, tu sais, parce que Francis, c'était la première. Ben, c'est pas comme si j'avais une expérience de BDiste de. Tu sais, chaque projet est différent, mais on a vraiment fait le scénario ensemble. C'est sûr qu'il n'a pas dessiné, mais il s'est essayé au découpage. Il lui dit, tu sais, commence, fais un découpage. Puis, on inversait les rôles, réécrivait son truc, on structurait. Fait que ça a été une expérience super intéressante pour moi, très enrichissante. Tu sais, moi qui pas... Maintenant, j'enseigne en sciences politiques aussi, mais à la base, moi, je suis anthropologue. Fait que c'était vraiment une autre approche. Mais je pense qu'on s'est bien nourris là-dedans mutuellement. Mais c'était quand même... Chaque projet est différent. C'est ça. En ce moment, je travaille sur une BD sur la relation à la forêt qui va peut-être plus s'enligner, plus ressembler à C'est le Québec qui est dans mon pays. Mais c'est sûr que s'il n'y avait pas eu C'est le Québec qui est dans mon pays, j'aurais pas participé à ce projet-là. Ah, wow! Oui. Puis justement, ben là, les deux, vous le faites, vous parlez d'histoire, mais là, vous utilisez l'art pour parler d'histoire. Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Pourquoi, justement, pas une belle ligne du temps? Pourquoi l'art, ça rajoute quelque chose pour visiter l'histoire? Tu sais, je me place... C'est pourquoi l'art? Non, mais l'art je pense, me sert à toucher directement, à trouver les moyens, moi, comme artiste, de toucher les gens, puis de raconter quelque chose. Puis l'histoire, ben, je pense que l'art devient un vecteur intéressant parce que je parle aux émotions, pas juste à la tête. L'histoire est tout le temps racontée, justement, aussi ce qui est arrivé comme des faits. Mais en fait, on oublie tout ça une fois qu'on a quitté l'école. Puis quand on la raconte dans un contexte avec de l'émotion, ben il y a quelque chose qui se passe dans la tête de la personne qui est là, puis qui fait des ramifications avec sa propre histoire aussi. Parce que moi, quand je raconte l'histoire de mon oncle Jules ou même de Wetzik, c'est l'émotion de ce personnage-là qui fait regarde qu'est-ce qu'il a vécu dans son histoire, puis les gens le ramènent à eux, puis si c'est bien terrible, ils vont trouver ça bien terrible. Si c'est touchant, ils vont trouver ça touchant. Si c'est drôle, ils vont trouver ça drôle. Fait que je pense que l'art me sert, moi, comme ça, puis j'utilise aussi la marionnette, le visuel, parce que des sujets peuvent être arides, Ouais. puis j'ai pas envie de tomber dans un sujet aride. C'est pas une conférence que je donne, tu sais, je suis pas historien, je suis pas... Fait que, tu sais, j'aime ça, moi, je viens du milieu de la marionnette, fait que
je vais mettre de la marionnette, je vais mettre de l'humour, je vais mettre toutes sortes d'affaires pour justement garder les gens captifs de cette histoire que je raconte. Oui, mais ça m'a vraiment touchée justement dans le livre parce que il y a un moment, tu sais, on sait que les Autochtones ont vécu des génocides à cause, entre autres, des maladies, mais là, il y a vraiment une scène dans le livre où tout le village est malade et j'ai oublié le nom du personnage, mais qui Ouais, dit Wentayeti. ouais, que tout le monde est mort, puis qui dit tout le monde est malade, puis cette détresse-là, soudainement, on dirait que la maladie, ça semble bien loin, mais de lire la détresse, j'ai vraiment Tu trouvé sais, ça. pour le mettre dans son contexte, c'est qu'on a parlé beaucoup de Jacques Cartier, mais pas parlé vraiment de ce qui est arrivé. Mhm. Jacques Cartier, quand il est venu, c'est un genre de mercenaire, là, c'est un corsaire, c'est un pirate payé par l'État. Puis il s'en venait faire un inventaire quand il est venu. Il n'a pas rien fait de formidable autre que de noter dans un petit livre ce qu'il voyait, puis principalement des arbres. Il nommait, il y a des chênes, il y a aussi, un moment donné, il a trouvé de la pyrite. Il pensait que c'était de l'or. Là, s'il avait trouvé de l'or, l'histoire au Québec aurait été complètement différente. Là. Mais c'est pas ce qu'il a trouvé. Il a trouvé de la pyrite, l'or des fous. Mais sur son passage, ce qu'on sait, c'est que les Iroquoiens, ceux qu'on appelle les Iroquoiens du Saint-Laurent, parce que ça arrange bien du monde politiquement parlant, les Iroquoiens du Saint-Laurent sont disparus. Puis déjà, on sait que quand Cartier est retourné à partir de Montréal jusqu'à Stadacona, il y avait ça s'est pas bien passé. Il y avait une palissade qui empêchait les gens sur les bateaux de descendre. Peut-être parce qu'ils tombaient malades, peut-être parce qu'ils se battaient avec le monde qui était là, mais ça ne s'est pas bien passé. Fait que moi, ce que je raconte, c'est que le village sans montagne qui a été visité en 1535, cet impact-là, rapidement, comme ça a dû se passer, on raconte des histoires avec les conquistadors qui rentraient dans des villages 72 heures plus tard, tout le monde était mort. C'est un peu ça que je raconte. C'est-à-dire qu'il y a une jeune femme qui est loin de là, qui est dans un village de pêche, puis elle constate que probablement que son amoureux est en train de mourir ou il est peut-être mort, fait qu'elle part, elle court, elle traverse l'île, puis elle s'en va là. Puis là, c'est exactement ce qu'elle constate, c'est que tout le monde est mort dans le village de la maladie qui est la petite vérole. Et donc, c'est dramatique comme histoire, mais ça n'a jamais vraiment... Ça a été nommé par des historiens, ça a été nommé, mais c'est pas raconté. Puis quand tu racontes, tu utilises les personnages qui touchent les gens. C'est ça la job du conteur ou de l'auteur, je pense. Puis de toucher avec cette histoire-là, puis de faire prendre compte de la dimension de ce qui s'est passé. Et non pas juste mettre ça dans un cas, oh oui, fait qu'ils sont tous disparus. Non, c'est grave. C'est triste. C'est immensément triste. C'est une perte de culture. C'est une perte immense de ce qui s'est passé. Puis on a toujours fait comme si, ils sont partis, on ne sait pas où. Il faut raconter que c'est propre. Il n'y a pas de preuves exactement parce qu'ils n'ont pas travaillé là-dessus. Mais on est à peu près sûr, selon ce qu'on sait de ce qui s'est passé, que cette disparition-là n'est pas due à du monde qui ont juste déménagé. Là. Ouais. Fait que c'est ça qu'il faut raconter, je pense. Oui. Puis, Emmanuel, pour toi, pourquoi la BD pour raconter ces histoires-là, justement? Bien, je pense que ça revient vraiment à ce que Jocelyn dit, que ce soit les arts visuels, les arts performatifs, toutes sortes de l'art. Le propre de l'art, c'est d'incarner pas seulement, pas uniquement, mais des histoires ou des archives qui sont, par exemple, souvent mobilisées de manière très stérile, très froide. Tu sais, si on pense même à la raison pour laquelle je me suis mis à utiliser la bande dessinée pour parler des relations autochtones et allochtones, c'est que je me souvenais, par exemple, dans mes cours, en fait, je me suis rappelé un jour qu'est-ce que j'avais appris dans mes cours à l'école sur les peuples autochtones. Puis ce qui me revenait toujours, c'était le fameux tableau iroquoien, algonquien. Maison longue. C'est ça. Ouais. Donc, tu sais, une série de facteurs complètement désincarnés. Puis moi, je me rappelle qu'à l'époque, je trouvais ça vraiment ennuyant. J'avais aucune empathie. Parce que, de toute façon, on nous racontait pratiquement rien, mais aucun intérêt d'en savoir davantage. Puis je me disais, ces histoires-là, ces vécus-là, il faut les incarner, il faut avoir un visage, il faut avoir, comme tu dis, une émotion. Puis je pense qu'on réussit à transmettre toutes sortes d'émotions, de nuances, et puis non plus, puis sortir aussi de la représentation hégémonique là, en bloc là, de les Autochtones, de voir toute la variété qui existe. Puis c'est un peu la même idée aussi avec, si on avait une liste de toutes les fois que les jeunes, nos enfants se sont soulevés, par rapport à la mobilisation d'archives, parce qu'on a utilisé beaucoup des archives, qu'on voit ces vrais visages d'enfants,
puis de la lumière dans les yeux, puis ou au contraire, le désespoir quand ils se mobilisent puis se mettent ensemble. Je pense qu'on envoie un message vraiment différent. Puis c'est vrai, autant je pense en littérature que dans mon cas, par exemple, en recherche, d'incarner la recherche, de sortir seulement du texte scientifique revu par les pairs, auteurs, dates, qui nous, je pense que tu l'as bien nommé, là, qui distancie, qui crée une sorte de non-réponse, alors que on sait que le propre de l'être humain, ou probablement le plus beau de l'être humain, cette propension à ressentir, à se raconter, qui me semble vraiment essentielle pour jeter un regard autant sur notre présent, notre passé que notre futur. Puis c'est quoi justement le moment où vous avez eu un déclic, que vous avez réalisé que l'histoire était différente que celle qui était enseignée à l'école? Ben déjà, moi, quand j'ai commencé mon oncle Jules, qu'à l'école, on nous disait que les Autochtones, avec la loi sur les Indiens, avaient des privilèges. Oh. Puis c'est ça que j'apprenais. Puis on n'avait pas le texte de loi. Puis on n'avait pas accès à Internet non plus dans ce temps-là. Hey, si on nous avait fait lire ça à 16-17 ans, là, je suis convaincu que dans la classe, on aurait dit au professeur que ça n'a pas de bon sens, c'est pas des privilèges. Fait que tu caches l'information. Fait que déjà, d'enseigner, moi, ça aurait été la première affaire qu'on aurait dû enseigner. On nous disait, toi, c'est compliqué. Attends, on nous parle de toutes sortes d'affaires, mais on ne parlait jamais de ça. Fait que ça, déjà, en partant, tu sais, c'est un déclencheur très fort. Tu apprends énormément sur c'est quoi que mener à cette loi-là, comment elle a été imposée. Là, tu la connectes à des histoires, tu la connectes à Louis Riel, tu la connectes à ce qui s'est passé. C'est pas déconnecté. Tout ça vient faire un grand sens dans l'histoire. Tu sais, on nous a raconté une histoire en montrant les Anglais et les Français au Québec. Hein? C'est une belle pièce à deux faces, là, tu sais. Mais pourtant, il y a autant d'histoires que de nations au Québec. C'est pas une pièce, c'est un prisme. Puis dans chaque région où il y a eu un événement, c'est pas juste les Anglais et les Français. C'est les Anishinaabe, c'est les Atikamekw, c'est les Wendat. C'est ça. Il faut raconter. Puis oui, c'est compliqué. Puis tout le monde va dire, oui, mais on ne peut pas tout raconter en histoire. C'est vrai. Mais tassez-moi une couple de personnages historiques pour raconter, si vous ne racontez pas la Grande Paix de Montréal en 1701, puis de prendre le temps d'enseigner cette chose primordiale dans l'histoire du côté francophone en Amérique. C'est pas rien, là. La Grande Paix de Montréal, c'est les grands chefs qui se sont réunis pour signer une paix parce que ça faisait 100 ans qu'on se tapait dessus. Pour toutes sortes de raisons. Mais on l'enseigne encore à parcimonie, mais on nomme on nomme à peine les chefs. Fait que, c'est important de le faire, sinon tu ne comprends pas. Ouais. Sinon, tu penses que ça a été facile de s'installer à Montréal puis de se développer. Là, on parle beaucoup du forgeron. Il était bon, le forgeron, hein, en 1642. Tabarnouche! Ouais, mais en face, il y avait des gens qui prenaient des décisions politiques, puis c'était des Autochtones. Ouais. Puis les autres, ils résistaient, mais je ne dis pas qu'ils n'ont pas été courageux ou un peu fous d'être là, mais c'est ça qu'il faut raconter, c'est les différents enjeux. Fait que tasse un peu d'affaires, puis prends le temps de raconter. Oui, parce que moi, c'est vrai que justement, dans C'est le Québec et dans mon pays, plusieurs nomment les fausses histoires, parce qu'il y a beaucoup de colère, même du côté québécois, de s'être fait enseigner soit des fausses histoires, d'avoir autant hésité sur le massacre des pères allemands et Brébeuf, puis tout ça. Comme quand je fais des conférences, je le vois, les gens, ce mensonge colonial-là. Mais moi, je dirais que quand moi, j'étais à l'école, on n'était pas tant dans le mensonge. Le problème, c'était pas tant qu'est-ce qui était enseigné que qu'est-ce qui ne l'était pas, un peu ce que tu disais, qui sont quand même des pierres fondamentales pour comprendre, comme tu dis encore, notre histoire à nous. Tu sais, tout le couloir là, entre la conquête britannique puis la crise d'Oka pour réussir à contextualiser finalement nos enjeux contemporains de pourquoi est-ce qu'ils bloquent un pont, le train, pourquoi de la même façon en ce moment avec les gardiens Mamo. Puis je pense que la crise d'Oka aurait été tellement différente si on avait eu un terreau fertile pour contextualiser qu'est-ce qui se passait, qui étaient ces gens qui bloquaient la route alors qu'on n'avait comme aucune idée que dans notre tête, ils étaient disparus parce qu'ils n'étaient plus dans nos manuels scolaires. Puis c'est un petit peu aussi ce qu'on aborde dans la bande dessinée quand les élèves se révoltaient, parce qu'on parle de comment la démocratie nous est enseignée avec Athènes. C'est vraiment là qu'a commencé les mouvements démocratiques de consultation, mais on oublie d'enseigner toutes les consultations, les modes consultatifs qui existaient à travers le monde de toutes sortes de façons, de toutes sortes de formes. Et on oublie aussi on l'enseigne mais assez rapidement de voir comment cette démocratie qui a été exportée souvent par la force ailleurs
est venu justement enterrer d'autres systèmes, souvent par la violence. Donc, à ce niveau-là aussi, donc c'est les choix qu'on fait qui sont pas toujours des enseignements qui sont faussés, mais on choisit le récit. Hein. On sait que c'est comme ça l'éducation, puis même notre perception des choses, c'est des récits qu'on se crée en choisissant, puis en le mettant souvent de manière volontaire, puis en instrumentalisant ce récit-là pour arriver à nos fins, souvent dans une perspective, pour ne pas le nommer, extractiviste. Attention, on va pas quoi. Oui, attention, Sophie Durocher va encore dire que c'est le salon woke de Montréal. Elle avait dit ça l'année dernière. Oui, j'ai... On l'a... Tu vas trouver. Mais oui, justement, j'ai fait les mots croisés. Oui, j'ai vraiment eu du fun, vraiment, à découvrir le livre. Si tous les manuels scolaires étaient comme ça, j'aurais eu plus de fun au secondaire. Puis, dans le fond, moi, ça m'a fait beaucoup rire, en fait. Il y a un extrait à m'amener que ça dit « Le savais-tu? » un peu comme un manuel scolaire. Et c'est sur les suffragettes. Et c'est la première phrase. Donc, dans le fond, les suffragettes, on se rappelle que dans les manuels scolaires, là, si vous avez déjà lu là-dessus, on va dire, bon, quelque part en Angleterre, il y a des femmes à m'amener à vouloir voter, puis à m'amener, ils ont été assez fins pour leur donner le droit de vote. Mais ce que vous écrivez, c'est en manifestant, en fracassant des vitrines et en incendiant des bâtiments que les femmes ont obtenu le droit de vote en Angleterre en 1918. Et je trouve ça le fun parce que d'où ça vient l'envie de l'écrire de même? Ben ça vient de Francis Dupuy-Déry. Clairement, en fait, non, mais on fait des blagues, mais quand on a commencé à parler du projet, tu sais, lui, il voulait beaucoup aller dans les détails de comment comment on occupe une école. Tu sais, ben, c'est peut-être pas nécessaire de donner un manuel comme ça, tu sais, dans le contexte, mais ça va exactement avec ce qu'on raconte, Ouais. comment qu'on raconte une histoire. Puis, tu sais, dans le manuel, on parle aussi comment l'histoire nationale est que ce soit ici en France, en Haïti, en Chine, comment on nomme les mouvements révolutionnaires comme étant importants puis constitutifs de notre nationalisme. Puis on glorifie des mouvements qui ont changé les choses, la Révolution tranquille, pas la Révolution tranquille, la Révolution française, mais que quand nos nouvelles générations, nos jeunes, qui, eux, n'acceptent pas nécessairement le monde dont ils héritent, le font entendre, puis dérangent, oui, tu sais, ou bien quand les Autochtones bloquent après avoir vu que ça ne marchera pas par la voie diplomatique, quand ça fait 40 ans qu'on tente de faire voir quelque chose, bien, on a vraiment du mal à voir ce potentiel comme une crise peut déboucher sur des changements bons pour tous. Tu sais, on a des exemples comment que des jeunes ont réussi à faire renverser des régimes autoritaires. Tu sais, on pense à Haïti, on pense dans des mouvements ségrégationnistes, l'importance des jeunes. On voit même Martin Luther King qui reconnaît que sans les jeunes, tu sais, parce que ce sont des citations réelles, sans les jeunes, le mouvement n'aurait jamais eu autant d'ampleur. Tu sais. Donc, c'est souvent vu comme des enfantillages. Ils sont jeunes, ils ne comprennent pas le système, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, au lieu de voir que c'est aussi une opportunité de relecture de nos paradoxes, nos incohérences, puis de ce triste monde. Bien, c'est pas juste un triste monde, là, mais... Il y a de l'espoir dedans. Il y a beaucoup d'espoir. Puis, quand on dit souvent que l'histoire se répète, est-ce que dans vos recherches, puis votre façon de l'écrire, est-ce que vous avez constaté ça aussi? Oui, ben, je veux dire, ça c'est de toute façon, en ce moment, on serait fou de se cacher la tête dans le sable. Et là, on est dans une époque où on a l'impression que ça a le hockey, là. Les fous qui reviennent puis qui disent les mêmes affaires qu'il y a 60 ans, je veux dire, 70 ans, 80, je veux dire, c'est constamment. Mais en même temps, ce que je constate en avançant, ce qui est un phénomène pour moi nouveau dans notre société québécoise, c'est cette place qu'on fait au discours autochtone qui n'existait pas il y a même 10 ans. Et donc, tu sais, j'ouvre le journal, puis presque à tous les jours, il y a une nouvelle qui se passe quelque part dans une communauté autochtone. Fait que ça n'existait pas, là. Mm-hmm. Il n'y avait pas de programme à Radio-Canada, pas directement, ou Espace autochtone. Ça n'existait pas. Il n'y a pas si longtemps. Donc, on a un flot de circulation de nouvelles qui n'existait pas. Et donc, d'informations, puis de connaissances. Puis, fait que là, on a défait ce hockey qui perdurait. Fait que c'est possible de défaire. C'est surtout ça que je constate. C'est pas tant parce que ce serait pessimiste de dire « Anyway, ça va se répéter. » Fait que Trump va partir puis ça va se répéter, oui. Mais nous autres, comme êtres humains, on fait des pas quand même. Il ne faut pas oublier que
collectivement, la Terre est beaucoup plus petite qu'elle était, que c'est difficile. Je veux dire, il faut que ça craque à un moment donné pour que ça se répare. Je pense que c'est un peu comme ça que je vois les choses. Puis chez nous, on a fait un fossé entre des Autochtones puis les Québécois. Mais là, tranquillement, ce fossé-là, je ne dis pas que c'est parfait, mais ça se répare tranquillement. Tranquillement, ben, l'exemple que je donne souvent, une blessure, se casser un bras, ça prend 2 secondes, hein? Tu tombes, tu te casses un bras, puis c'est fait. Le réparer, ça prend minimum 6 semaines. Ben, on a fait une blessure aux Autochtones dans ce pays. Fait que réparer ça, ça prend... Quand on parle de réparation, il y a des gens qui voudraient... Bon, on en a parlé, là, des pensionnats. On en a parlé. Non. C'est parce que cette blessure-là est présente. Elle est présente. Ça prend Il y a du de la temps. physio après à C'est faire. ça. Je dis pas que ça se passe pas. Il y a des efforts qui se font de tout part, puis c'est ça. Il faut regarder le plan d'ensemble et non pas juste le moment quotidien. C'est ça l'histoire aussi. Il faut que tu regardes sur la ligne du temps et pas juste au quotidien, qu'est-ce que tu vis maintenant, parce que tu vas être malheureux, là. Puis je pense que oui, il y a toujours un mouvement de balancier, là, on le voit, que ce soit justement par le politique, que dans les choix électoraux, dans les tendances, que c'est un peu toujours entre plus les traditions conservatrices, puis le changement, puis tout ça. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, juste au niveau du rapprochement. Bien là, il y a un petit ressac, j'ai l'impression. On a eu comme une vague de rapprochement qui était important. Mais j'aime bien Pierre Martineau, qui est un des contributeurs de la bande dessinée, un contributeur Wendat, justement, de Wendaki, qui disait que lui, il voyait un peu ces mouvements-là comme la danse des petits pas. Genre, qui peut faire comme 2 pas en avant, un pas derrière, des fois 2 pas derrière. Là, des fois, on a l'impression que c'est comme une coupe de pas derrière, là, surtout de ce temps-ci, j'ai l'impression, mais que la ronde continue à avancer, de voir ça plus comme une spirale que comme tourner sur soi-même, Une spirale qui peut aller dans un sens comme de l'autre également. Il y a plusieurs dimensions à ça. Mais je pense que c'est vraiment, on vit quand même dans une période assez particulière. Il y a quelques années, je pense que si on avait parlé justement d'un mécanisme narratif comme celui de l'effondrement, on aurait tous trouvé ça un petit peu tiré par les cheveux. Ça l'est de moins en moins, puis je pense qu'il faut en être conscient. Mais comme disait Jacques Erdness, qui est un autre des contributeurs de la BD, ben le terme crise peut vouloir dire, oui, effondrement, mais peut vouloir dire opportunité de construire autrement puis de faire les choses autrement également. C'est super. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Parce qu'il nous reste seulement 8 minutes avec nos autoristes. Je vous regarde. Vous pouvez lever la main. Il n'y a pas de mauvaise question. Il n'y a pas de mauvaise question. Il n'y a pas de... Oui, ici, là-bas, je pense qu'on va vous apporter un micro, si je ne me trompe pas. Bonsoir. Merci beaucoup. Moi, je suis conceptrice pédagogique, puis j'ai justement révisé un guide sur mon oncle Jules. Puis j'ai le guide pédagogique qui vient avec C'est le Québec est né dans mon pays que j'adore. Donc, je fais plein de liens au fur et à mesure où vous parlez. C'est vraiment chouette. Puis je me dis, on dit souvent que l'école ne permet surtout pas d'enseigner aux élèves comment s'émanciper vraiment. C'est-à-dire que l'école est tellement, malgré tout ce qu'on peut dire, axée sur la concurrence entre les enfants, puis sur la performance, puis sur toutes sortes de choses, que jamais l'école va outiller les jeunes à se révolter. Alors, j'ai vraiment hâte de lire ce livre-là. Puis là, je me disais, avez-vous eu des demandes d'école, de maisons d'édition, de pédagogues, de gens qui veulent intégrer ce livre-là à l'école? Parce que sinon, moi, je vais le faire, je vous le jure. Oui, mais allez-y. Non, mais en fait, on a eu des demandes, surtout au niveau cégep, je pense, parce que c'est en sciences politiques ou il y a en humanité ou bien en philo, il y a des opportunités. Mais je trouve ça super intéressant parce que pas le débat, mais oui, en fait, la question de est-ce que l'école, le modèle actuel le modèle éducatif qui est importé d'un autre ère culturel, qui n'est pas propre au territoire, on peut le dire, qui est beaucoup... qu'on a mis à notre main au Québec, mais qui vient quand même un modèle exporté d'Europe, qui est très différent de la manière que l'éducation se passait ici. Puis souvent, on a cette réflexion-là quand on a des démarches de décolonisation un petit peu de nos pédagogies. Là, c'est un gros mot,
Mais la question de est-ce même possible de décoloniser un tel système, comme tu dis, individualiste, performatif, méritocratique, puis tout ça. Puis on voit des institutions qui complètement... On pense à Aliane Betasamosaki-Simpson qui, pour elle, pour avoir essayé, c'est impossible. Puis ils vont tenter de faire naître ou faire jaillir des nouvelles institutions basées sur où ils veulent aller, au lieu d'essayer de déconstruire, de créer de toutes pièces. C'est un questionnement qu'on avait beaucoup des conversations. Moi, c'est sûr que moi aussi, je travaille dans le domaine de l'éducation depuis longtemps. Fait que j'y crois aussi beaucoup. Francis aussi, qui a quand même une vision peut-être un peu différente de la mienne à ce niveau-là. Mais je trouve que c'est intéressant de au moins offrir aux jeunes le droit d'avoir un regard critique sur ce à quoi ils participent de force ou de gré, mais de force de toute façon, qui sont contraints jour après jour pendant au moins... c'est drôle, je pense à mon fils, justement, qui aimerait tellement pouvoir, sur ses 7 ans, pouvoir participer à cette discussion-là. Il va prendre son mal en patience un petit peu, là. Mais oui, puis je pense que il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit avoir lu ça avec leurs ados, puis d'avoir eu des conversations particulièrement intéressantes pour ça, parce que finalement, on est appelé à questionner. Il y a des super belles initiatives qui se font partout par plein de professeurs, mais on reste toujours, ça c'est vrai dans tout, contrainte dans un système, puis ça rejoint notre conversation qu'on avait aussi sur la foresterie, sur peu importe. C'est un système qui a pris autant d'années à se construire, un peu comme tu disais tout à l'heure, avec tous ces rouages, ne peut pas vraiment se démanteler si rapidement. Mais je pense que toutes les petites opportunités, les petites craques dont tu parles, doivent être remplies autant qu'on peut de réflexion critique, de lumière, puis espérer que les jeunes vont réussir à finalement modeler peut-être un peu plus ce système éducatif à leur image, pas juste les jeunes, mais qu'il va y avoir un mouvement de collaboration à ce niveau-là. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il y a une question là-bas. Bonjour. Je me demandais dans le contexte, parce que j'ai dans mes cours beaucoup de lectures, dont Laurent Jérôme, qui parle d'un peu les enjeux d'en apprendre plus sur la culture autochtone, tout en étant respectueux des limites de ce qui est, de ce que eux veulent partager. Puis je me demande comment est-ce qu'on peut, par quel chemin on doit se trouver pour essayer de s'ouvrir à cette culture-là avec ces barrières-là un peu. Moi, je vois pas ça comme une barrière parce qu'on vous en offre beaucoup, dans le sens que il y a beaucoup de musique, il y a du théâtre, il y a des livres, consomme de la culture. Et c'est une porte d'entrée. C'est vraiment une porte d'entrée. Après, le temps passe. Puis à un moment donné, cette barrière qui est encore peureuse va peut-être commencer tranquillement à s'assouplir. Puis ça va être encore plus poreux. Puis c'est parce que tout le monde souhaite ça. Mais quand tu as eu mal, tu as peur. Fait que là, ça crée ça. Viens pas me prendre mes affaires, viens pas. Puis à un moment donné, puis il faut pas être patient. Tu comprends? On a un système de santé qui va pas bien, il faut être vraiment patient. Mais il faut être patient. Les choses, tu sais, moi, je le vois, je suis dans le cœur de ça. Des fois, je me promène, je vois des trucs qui ont vraiment évolué. Mais bien sûr que la pensée, elle peut être rigide. Fait que prends ce qui est là. Puis il va en avoir encore plus, parce qu'en plus, ils viennent de dire qu'il va y avoir de la littérature autochtone obligatoire dans les écoles. Fait que là, il va y avoir encore plus de livres, j'espère, qui vont s'écrire. Il va y avoir encore, tu sais, il y a des gens qui vont voir que même, ils vont voir l'opportunité. Les Autochtones, ils vont dire, je vois une opportunité, j'ai le goût d'écrire mon histoire, j'ai le goût d'écrire là-dessus, j'ai le goût. Puis la littérature, fait que c'est une porte d'entrée. Puis à un moment donné, quand tu connais ça, puis que s'il y a de plus en plus de monde qui connaît ça, mais on appartient tous à ce nous-là, à quelque part, parce que c'est notre histoire collective. C'est pas juste l'histoire des Autochtones puis l'histoire des Québécois. C'est pas vrai. C'est de même qu'on a voulu faire les choses puis on a vu comment ça marche pas. Fait qu'il faut tranquillement que ça se passe. Puis à un moment donné, peut-être que c'est le programme d'histoire qui va changer. À un moment donné, tu sais, c'est sûr que quand tu n'es pas noté pour parler de la Grande Paix de Montréal, le professeur a peut-être moins le goût d'en parler. Mais la littérature, c'est un pas. Fait que c'est pour ça, je dis, je pense qu'il faut juste être patient. Il y a beaucoup de monde, je fais des spectacles, puis ils viennent me poser la même question, puis je leur réponds exactement ça, parce qu'il n'y a pas de porte d'entrée directe. Tu rentres pas dans...
Toc toc, salut, je veux connaître la culture autochtone. Hey, c'est quoi les Inuits? Tu sais, ça marche pas comme ça, bien sûr, mais graduellement. Puis à un moment donné, comme je dis, c'est poreux. Je pense que ça l'est déjà beaucoup plus que c'était. Ouais. Oui, puis on dit, c'est vrai, on est tellement chanceux. Il y en a tellement. Je rejoins tellement ce que tu dis, tu sais, que ce soit film, livre, pièces de théâtre, BD, balado, site web, exposition, musée, powwow, touristes autochtones. Tu sais, il y a tellement d'opportunités maintenant que je pense que. Puis il y a jamais, tu sais, souvent les gens, puis ça, c'est normal, c'est un réflexe, on voudrait comme avoir une liste où on veut pas faire des faux pas, tu sais. Fait qu'on on a l'impression de marcher sur des œufs, puis on voudrait sinon se faire dire comment faire, mais il y en a pas un chemin, tu sais. Ton chemin, tu vas le construire à travers, tu sais, à travers tes intérêts, tes opportunités, les gens autour de toi. Mais je pense qu'une étape qui est importante pour nous, allochtones, oups, pour nous Québécois ou allochtones, c'est vraiment quand même de prendre le temps de développer une pensée réflexive, parce qu'on ne veut pas apprendre sur l'autre comme dans une vision vitrine, devenir des experts compétents culturels sur la culture de l'autre. T'sais. Fait que je pense que le fait finalement d'avoir de se regarder là-dedans, c'est un peu comme un miroir, mais de s'inclure, parce que c'est toutes des questions relationnelles. Et ça me semble vraiment important de se poser des questions. Qu'est-ce que je connais pas? Qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que je connais pas? En sachant que ce qu'on connaît pas, c'est toujours la pointe de l'iceberg, mais surtout, d'où me viennent ces histoires que je crois connaître, qui m'a raconté, qui raconte, puis d'aller revisiter un petit peu, de faire une sorte de nettoyage à l'intérieur de soi. On va toujours avoir des biais, on va toujours avoir des préconceptions, on va toujours être biaisé, mais au moins d'en être un peu plus conscient. Puis je pense que ça permet de les centrer un peu plus, les discours autochtones, les perspectives autochtones qui sont multiples également, puis d'avoir une écoute peut-être plus à 3 oreilles, les 2 oreilles puis le cœur. Puis ça, c'est pas ma citation, mais je l'aime beaucoup. C'est Joanne Archibald de la Nation Stolo. Mais je trouve que c'est vrai parce qu'il y a tellement de peur. Puis moi, j'en parle dans la BD. Moi aussi, quand je suis revenue après 10 ans à rencontrer des Autochtones ailleurs dans le monde, quand j'ai voulu en apprendre puis créer des relations ici, j'étais tellement... je devais être super malaisante, là, parce que je posais beaucoup de questions, mais en même temps, j'étais super nerveuse. Puis, parce qu'on veut donc pas en mettre, puis on veut donc pas être... mais tu sais, je pense que comme dans toute relation, c'est vraiment important non seulement d'être attentif à l'autre, mais d'être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de soi, puis essayer de composer comme ça de manière le plus authentique possible. Ben, merci. Fais-toi des amis. Fais-toi des amis autochtones. Ils vont t'inviter. Oh, ils sont fins. Hey, mais merci beaucoup, Jocelyn Sioui, Emmanuel Dufour. On se procure vos livres qui sont en vente dans le Salon du Livre, n'est-ce pas? Merci beaucoup pour cette discussion-là et je vous invite à rester, les gens qui veulent rester, pour la prochaine discussion qui va être dans l'univers familier d'Hakim Gagnon. Merci beaucoup tout le monde. Mon nom, c'est Coralie Laperrière. Bonne soirée. Coralie.